Bonjour, je m'appelle Annabella Richard, j'ai 51 ans, je suis originaire du Portugal. Mounira Soltani, je suis arrivée les années 76. J'ai suivi mon mari. Quand je suis arrivée à Saint-Nazaire, peut-être j'ai resté 7 mois, quoi, grand maximum, et j'ai commencé à travailler à la clinique. En fait, des deux. Je suis née à Santiago du Chili et j'y ai vécu pendant 20 ans. Mais mes parents étaient hollandais tous les deux. Donc j'ai les deux nationalités. J'ai rencontré mon mari qui était français en 72. Donc calcul. Moi, je suis venue en France en 1972. J'arrivais à Nantes. J'habitais à Nantes pendant 17 ans. Mes 4 enfants ils sont nés à Nantes. Je suis venue en France parce que mon ex-mari il était déjà ici, donc je suis pour vivre ici avec lui. J'ai descendu à Toulouse et Toulouse, je suis venue à Nantes. Franchement, quand on voit la chaîne maintenant, et 30 ans en arrière, même 40 ans, parce que ça fait 40 ans que je suis là. Après, je me suis mariée, j'ai eu les enfants et mon mari a décidé de prendre un emploi chez Alstom en temps pour l'exportation. Donc, on est parti au Maroc, ensuite Tunisie, Jordanie, la Grèce, etc. en fonction des chantiers. Oui, j'ai beaucoup aimé le Maroc et la Jordanie. C'est des pays où les gens sont accueillants. Et puis, il y a beaucoup de choses à voir et des cultures tout à fait différentes de la mienne. Et on est arrivé donc avec maman en avril 68 et papa avait déjà une petite maison. Enfin, on a été chez des gens pendant un mois et après papa a trouvé une petite maison. Et alors après, la petite maison, on est resté 2 ans dedans, je crois. Et c'était, comment expliquer c'était la maison du bonheur, quoi. En fait, tous les clandestins qui arrivaient, que papa connaissait ou qu'il ne connaissait pas, ils étaient restés tous à la maison. Et on ne se prenait pas la tête. Ils avaient pas vraiment... Il y avait des gens qui s'étaient bien cultivés, ils avaient des diplômes dans ce groupe-là. Il y en avait d'autres qui ne savaient ni lire ni écrire. Et pourtant, on arrivait à créer une bonne ambiance, quoi. Mais moi, comme j'ai dit, je le répète, je suis là pendant 19 ans, je n'ai pas été à l'Algérie. Ça m'a manqué énormément. Parce que je n'ai pas profité de mon père, je n'ai pas profité de ma famille, je n'ai pas profité. Les jours que je partais, je trouvais tous mes neveux, ils sont grandis, mariés. Papa, il était vieux. En plus, il était malade, il ne se souvenait même pas de moi. Mais c'est comme ça, c'est mon destin. Donc, chacun sa vie. Ouais, oui. J'ai pas le choix, je veux pas rester là parce que malheureusement c'est ça. J'ai 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Hayat il a 44, Radouane il a 42, il va avoir 43 ans avril prochain. Saad il a 39 ans et Hamza il a 31 ans. Et j'ai 10 petits enfants. Ben oui, ouais. Et j'adore mes petits-enfants et mes enfants aussi. Je me suis présenté devant la gare de Saint-Nazaire. Ce jour-là, il pleuvait, il faisait gris. Lorsque nous sommes arrivés à Saint-Nazaire, il y avait plusieurs familles qui sont venues à peu près dans le même moment. La France est un pays qui s'est développé économiquement par un fort apport migratoire. Le forage, c'est pas... de toute façon, il y avait des gens qui sont morts dans les puits, hein, dans le forage. Hein, ils sont tombés puis ils n'ont jamais ressorti.
Et il fallait qu'à la retraite de Charles Collin, il leur fallait une tête d'affiche. Et cette tête d'affiche, ce fut moi. Il s'agissait pour le 19e siècle et le début du 20e siècle d'une immigration essentiellement européenne, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi une présence de ce que l'on appelait les indigènes coloniaux en provenance du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. Moi, je vais peut-être dire l'histoire qui me touche le plus, actuellement, c'est peut-être l'histoire de Monsieur Chab, parce qu'on va préparer son retour au pays, son retour définitif, parce que c'est sa demande. Et je vais accompagner sa demande, en fait. Mais on sait qu'on va se séparer de quelqu'un. Et ça, c'est touchant. Parce qu'il a fait le choix de repartir, parce qu'il sait que sur le plan de la santé, il ne peut plus rester. Et il a fait le choix, là, du coup, de sa famille plutôt que l'argent. Et ça, oui, c'est... Et puis une autre histoire qui m'a beaucoup touchée aussi, on a eu un combattant marocain qui avait fait 15 ans d'armée, qui était resté plus de 180 jours au Maroc dans une année, et pour qui la caisse de Bordeaux avait supprimé la retraite. Il est reparti au pays parce qu'il n'y avait plus d'argent pour vivre en France. Et voilà, il est parti avec rien. Et on s'est cotisé plusieurs professionnels pour lui payer son billet d'avion retour. سمعتي؟ كنطلبوا من السلطة الفرنسية الكبرى ومن المسيرين سيرنا العرب انتم طلبوا علينا السلطة الفرنسية تعطينا مغام ونكتسل لتحت ولا نصلي كل اللي بركة علينا لقيتنا مع وليدنا تقبل الله العمارة وهما ما ينساوش الخير ديالنا اللي عملنا فيهم في البلاد ديالهم وهما ما ينساوش الخير ديالنا اللي دافعنا عليهم ورجعوا تقنس وحنا باقي متلفين والسلام عليكم ورحمة الله. Mais de rêves, des origines à ce port d'attache, des mers, des océans traversés sans peur et sans relâche. Au-delà de l'eau, on part pour un monde nouveau. Donner la chance aux siens, réussir est bien plus qu'un mot. On quitte la terre pour une autre, petit oiseau. Donc je m'appelle Abdelhakim Maour, je suis né en 66. Je travaille dans une société de maintenance industrielle, un gros groupe, je tairai le nom parce que voilà. Je suis chef d'équipe, donc j'ai grimpé les échelons au sein de mon entreprise. Et puis mes origines, je suis français d'origine algérienne. Pamphile. Je suis né le 19 août 1981 à la Seine-sur-Mer, dans le Var. Je suis d'origine béninoise. Et puis voilà, je suis issu d'une fratrie de 4 frères et 3 sœurs. Je m'appelle Tanan, j'ai 29 ans. Je suis originaire de Saint-Nazaire et je suis entrepreneur dans le digital.
Je m'appelle Malika Chérifi, j'ai 34 ans et je suis nazérienne de naissance. J'ai grandi à Trignac avec mon père et mes 4 frères. Alors, je suis d'origine algérienne par mon père et gitane du côté de ma mère. Moi c'est Nixon Mendy, j'ai 22 ans. Actuellement je suis photographe, designer, graphiste, indépendant. Je suis né en France, mes parents sont d'origine sénégalaise et Guinée-Bissau. Puis j'ai lancé mon activité il y a à peu près 1 an et demi. Et puis voilà, je suis originaire des quartiers nord de Saint-Nazaire, plus précisément dans le quartier de la Bertauderie. Et puis voilà, j'y ai vécu presque toute ma vie là-bas et puis voilà. Alors moi je suis une descendante de l'immigration, mais je n'ai pas vécu cette immense douleur-là. Par contre, ce qui m'a poussée à écrire un spectacle sur le sujet, d'ailleurs 2 spectacles sur le sujet, c'est que 3 de mes grands-parents sont venus pendant la guerre d'Espagne. Je ne connais pas spécialement les raisons, est-ce qu'elles étaient plutôt économiques, plutôt politiques. Ça a été difficile pour moi de savoir, tout simplement parce que la souffrance était telle que, comme la plupart des immigrés, mes grands-parents voulaient être plus français que les Français. Il leur semblait que la seule façon de se faire accepter était de renier leurs origines. Et en grande partie à cause du mauvais accueil qui était réservé aux immigrés à ce moment-là. Il faut imaginer, février 1939, 450 000 Espagnols qui débarquent d'un coup. Alors moi je suis né à Saint-Nazaire, en 66 je répète, voilà. Mon enfance, elle s'est super bien passée. J'ai que des bons souvenirs. Souvenirs lointains, mais j'ai des super souvenirs. J'étais à l'école à Risset-Briand, j'ai suivi des études secondaires, tout s'est bien passé. Quand mes parents sont arrivés en France, ils ont habité pendant 2 ans à Savines, du côté de Certé. Et après on a aménagé au boulevard Hellec en 64. Et moi je suis né au boulevard Hellec. Je suis arrivé ici en février 1992. J'ai été donc scolarisé à l'école Herriot-Boncourt, ensuite au collège Pernourange, par la suite à la cité scolaire où j'ai eu un bac électronique. Et puis parallèlement à ça, je faisais du foot à Saint-Nazaire, où j'ai joué avec de nombreuses personnes de différents quartiers de Saint-Nazaire. Et puis, professionnellement parlant, j'ai travaillé en tant qu'électricien au chantier naval à Saint-Nazaire, là où on construit les paquebots. Et puis, en 2005, juillet 2005, je suis rentré dans le monde de l'animation socio-culturelle. Et puis, j'ai fait 11 ans en tant qu'animateur jeune, référent du public 16-25 ans. Et puis, parallèlement à ça, j'ai fait aussi de la musique avec mes frères, avec des potes d'enfance. Et puis on a monté un studio d'enregistrement qui s'appelait Studio Coup de Maître, où on a enregistré des artistes et groupes d'artistes venant de Saint-Nazaire, de toute la France. Et puis aujourd'hui, j'ai fait une entreprise dans l'artistique et le culturel. Et je suis président de l'association NCA Trans. Ça se passait plutôt bien à l'école, au collège. J'ai vraiment pas ressenti de racisme envers les Asiatiques. J'étais d'une famille où mes parents ils faisaient le maximum pour que je sois intégré. Donc j'ai fait une école privée. Donc ça déjà je pense que ça cadre plus. On était, on va dire, avec des Français, on va dire. Du coup, on pouvait plus simplement s'intégrer avec leur culture. Je pense déjà par rapport à ça, ça m'a beaucoup plus aidé à m'intégrer dans la communauté, dans la France qu'on connaît aujourd'hui. Ensuite, au niveau du collège, c'était un peu plus compliqué parce qu'il y avait toujours quand même des réflexions, on va dire, mais ça reste vraiment gentil. Je n'ai pas connu de gros cas où
j'étais vraiment victime de racisme. C'était juste des petites réflexions comme tout le monde aurait pu reprendre quand on est jeune, quoi. Qu'on soit noir, blanc, arabe, un peu gros, un roux, tout le monde s'aurait fait vanner à cette époque-là. Donc vraiment, j'ai pas ressenti de choses vraiment de haine, on va dire, envers la culture asiatique. Dans ma vie d'adulte, c'est quelque chose que je ressens pas du tout, parce que j'ai habité pendant des années à Lyon, dans des grandes villes, à Bordeaux, où justement la mixité, le communautarisme, ça existe. Du coup, c'est vraiment tout le monde, toutes les communautés. Donc voilà, on ne ressent pas le racisme envers telle ou telle ethnie, parce qu'on vit tous ensemble, on est tous sur le même bateau, on va dire. Au niveau de mon enfant, j'ai pas réellement senti des traitements différents au niveau de ma couleur de peau. Depuis tout petit, je fais du foot, du coup, dans les clubs de foot à peu près partout en France, je pense que c'est la même chose, mais au niveau des dirigeants et des encadreurs, la politique qui est appliquée, c'est jouer au foot et le reste, on l'oublie, on le laisse ailleurs. Et puis voilà, moi aussi, je viens d'un quartier, comme je vous l'ai dit, du coup, là-bas, il y a toutes sortes d'origines et de classes sociales. Il y a des gens qui sont un peu plus développés financièrement que d'autres, mais on ne s'arrête pas à ça. Et puis voilà, après, j'ai dû, pendant mes années scolaires, avoir des petits titiments au niveau de ma classe sociale, que je viens d'un quartier et d'autres non. Mais je me suis vraiment pas arrêté à ça, et puis voilà. Franchement, nous on a grandi à Trignac-Centre, donc les tours qui ont été détruites cette année. Et on était sur Trignac-Centre, la seule famille maghrébine pendant des années, je crois jusqu'à mes 15 ans à peu près. Donc ça va, on avait quand même des voisins assez sympas, l'intergénérationnel c'était le top à l'époque, en tout cas dans nos tours. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément grandi avec des copains et copines du Maghreb, quoi. J'étais beaucoup avec les Français d'origine quand j'étais plus jeune, mais non, mon père il s'est assez bien intégré à Trignac. Ça a été. Après, il côtoyait pas grand monde, hein. Il était beaucoup sur Saint-Nazaire dans ses journées, mais il fréquentait pas les personnes de Trignac. J'ai jamais ressenti de différence envers ma religion, mon origine, ma couleur. Vraiment à cette époque-là, donc c'était dans les années 70, 70-80, vivre ensemble était naturel. Toutes les portes étaient ouvertes, tout le monde se rendait service, il y avait très peu de délinquance, du racisme, moi j'en ai jamais subi à cette époque-là. Vraiment, j'ai passé une jeunesse sans souci. Ouais. Il y a deux rives, mes deux rêves, ça me fait penser à mon père. Ça me fait vraiment penser à mon père qui nous a toujours poussé à bien travailler à l'école, qui nous a toujours poussé à ne pas faire de bêtises, de rester droit, de rester fier, de surtout faire avec ce que nos parents pouvaient nous donner, nous inculquer, les bonnes valeurs, le respect, le partage. Comme j'ai dit, je suis issu d'une famille nombreuse, je suis d'origine béninoise. Donc mon père il est venu en France en 1969. Il a fait venir ma mère par la suite. On est tous nés en France. Mais une petite anecdote, une fois on est arrivé en retard à l'école et puis on a eu le mot dans un cahier. Mon père a dit, vous savez, moi à l'époque j'allais à l'école à Fo. À Fo, ça veut dire à pied en béninois. Et puis je faisais 10 km aller, 10 km retour. Je n'avais pas de cahier, pas de trousse, ni de cartable, ni de chaussures, j'allais à pied, pieds nus. Et puis on avait une ardoise et une craie et le professeur nous interrogeait 7 x 7. On devait vite écrire la réponse sur l'ardoise et lui montrer. Si il y avait une erreur, c'était la chicotte. Puis il disait, vous voyez, et vous avez la carte de bus. L'arrêt de bus est à 100 mètres d'ici. Et vous trouvez le moyen d'arriver en retard à l'école. Vous voyez, c'est ces paroles-là qui nous ont fait prendre conscience. En tout cas, moi, à titre personnel, ça m'a fait prendre conscience que j'ai de la chance. Et que on a, quand je dis on, c'est moi et mes frères et sœurs,
on a accompli le rêve de mon père. Ça c'est super important, c'est que mes parents ils voulaient que mes sœurs et moi, j'ai 2 grandes sœurs, qu'on ait des bonnes études, qu'on fasse des études. Donc ils mettaient les moyens financiers, on mettait dans des bonnes écoles, mais à côté de ça, il n'y avait pas d'aide à la maison. C'était compliqué de leur expliquer des problèmes de mathématiques, de français, où eux-mêmes, dans leur langue, ils ne comprenaient pas, quoi. Du coup, c'était compliqué de gérer l'école, avec des problèmes où on ne peut pas en parler à nos parents, en fait, tout simplement. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre, qu'on n'a même pas envie de leur demander parce qu'ils ont d'autres choses à penser. C'est pas leur problème. Nos problèmes, c'est pas leur problème. Je suis né en France, mais mes parents sont d'origine étrangère. Du coup, moi, j'ai eu la chance de pratiquer 2 langues, même si à l'école on en apprend plusieurs. J'ai un peu plus du mal avec les langues qu'on apprend à l'école, mais parce que voilà, mais quotidiennement je parle français et mandjak. Et puis, je pense pas que ça soit un défaut, je pense. Et je pense qu'au contraire, c'est une force. Ouais, bien sûr, avoir une double ou une triple culture, c'est une richesse, et même encore à l'heure actuelle, j'espère que ça continuera comme ça, à avoir plusieurs, que les gens ne se mettent pas dans un nationalisme et que justement on se mette avec toutes différences, toutes cultures différentes, et qu'on apprenne à vivre ensemble, c'est une richesse. Pour moi, pendant longtemps, j'ai pas compris l'utilité, et quand j'étais un peu plus jeune dans l'adolescence, où voilà, des fois il y avait des petits pics, je reniais un petit peu mes origines. Pour moi, j'étais français et d'origine asiatique, mais j'étais français. Mais ensuite, quand j'ai bougé, j'ai voyagé, j'ai vu d'autres cultures, et là, c'est là que j'ai voulu revendiquer mes origines, que j'étais vietnamien et français. Et là, plus je grandis, plus je suis fier de mes origines, en tant que la culture, les valeurs, tu parles de la cuisine, tout ce qui est culinaire, et même la culture, je m'ouvre de plus en plus à la musique, au cinéma vietnamien, que quand j'étais plus jeune, je ne regardais pas, quoi. Pour moi, c'était nul, c'était vieillot, sauf que maintenant, il faut comprendre que le Vietnam, c'est peut-être mieux que la France, quoi. Du coup, on renie beaucoup moins. Et sinon, dans toutes mes relations que j'ai eues, que ce soit amicales ou sentimentales, cette double culture-là était une force. Parce qu'on avait, avec une éducation vietnamienne, on devient différent. Quand on a une éducation vietnamienne, quand on est enfant, quand on est un adulte, ça a forcément des conséquences. Du coup, c'est une force. C'est une grande force, la double culture. Cliché, je me sens français, je suis français. Donc c'est même pas une histoire de se sentir, c'est je suis français. Je suis français, je suis algérien de par mes origines, de par mes parents, et ça je ne renie pas et j'en suis fier, mais je suis français. Donc là, il n'y a même plus d'histoire de questions à se poser. C'est mon pays, je suis français. Je suis tout d'abord français, et après, je suis d'origine vietnamienne, et qui est vraiment une force. Mais je suis français, je suis né à l'éducation, j'ai fait l'école laïque française. Voilà, je parle français tous les jours, et quand je suis à l'étranger, je suis français, avant d'être vietnamien. Et c'est qu'en France, justement, où on est entouré de tout, qu'on peut se prétendre être, dire que je suis vietnamien, mais à l'étranger, quand je voyage, je suis français. Les gens ne comprennent pas, mais si, je suis français, mec. Quand il y a la Marseillaise, je la chante, il n'y a aucun problème sur ça. Personnellement, je me sens pleinement français dans un pays où j'oublie vraiment le contexte d'élite faciès, où on me juge pour ma classe sociale ou pour ma couleur ou mes origines. Tout comme on peut le voir que c'est appliqué à l'équipe de France. Et vraiment, si je devais définir la France, ce serait l'équipe de France ou le sport en lui-même, je pense, parce que dans le sport, dans tout type de sport aujourd'hui, on voit vraiment que la couleur est vraiment représentée et qu'on n'a pas le temps de se demander qui est français ou non. Et je pense que c'est dans ce genre de France que moi je me reconnais.
aussi, enfin moi je veux dire, quand je suis dans ma famille gitane, je m'intègre. Je n'oublie pas mes origines algériennes, mais je suis un peu un caméléon si tu veux. Voilà. Là où je vais, j'arrive à m'intégrer parce que justement grâce à cette double culture. Donc je dis pas que j'ai une double personnalité, mais en tout cas, je vais avoir deux façons de parler différentes, on va dire. Ah mais c'est une fierté pour moi, l'Algérie c'est une fierté. C'est dans mon sang, c'est dans mes veines. Maintenant je suis fière d'être française, parce qu'il faut dire ce qui est, mais j'ai grandi ici, donc je crache pas sur ce que la France m'a offert aussi. Mais ouais, pour moi, l'Algérie, c'est une fierté. Bien sûr que dès que je peux, je vais en Algérie. Enfin voilà, l'Algérie, c'est mon pays de cœur. Hein. Moi, j'avais envie de cette démarche parce qu'aujourd'hui, quand je voyais la situation du migrant en 2020, ça faisait un écho émotionnel très fort en moi. Du fait de me dire, punaise, mais l'histoire se répète. Si elle se répète, c'est en partie à cause de ce silence imposé qui a cousu les bouches de mes ancêtres et qui coud encore les bouches de tellement de gens qui sont arrivés ici et qui se sont sentis trop différents et trop peu acceptés pour être finalement eux-mêmes. Partager leur langue aussi. Chez moi, on ne parlait espagnol que très rarement et pas devant des gens extérieurs à la famille, par exemple. C'était vécu, me semblait-il, plutôt comme quelque chose qui était de l'ordre de la honte. Et d'ailleurs, pas mal d'entre eux ont refusé de revenir en Espagne à un moment donné. Et pour ceux qui sont revenus, ils n'étaient plus de là-bas. Et ça, c'est vrai que tu dois connaître ça. Ici, tu n'es pas vraiment un Français, tu es un Français avec des origines. Et là-bas, tu n'es pas du tout algérien. Exactement. Tu es un petit Français privilégié qui n'a pas affronté les choses douloureuses dans son territoire, sinon de naissance, d'origine. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba. Et j'avais cette enseignante qui me disait à chaque fois, c'est pas grave Hakim, non, c'est normal Hakim que tu fasses des fautes, t'es pas français. Et ça m'a marqué parce que à la base, je suis né en France, donc à la base, je dois savoir écrire français, voilà, c'était pas une excuse par rapport à mes difficultés sur la grammaire. Donc j'avais trouvé ça un peu surprenant. Et si je la retiens aujourd'hui, c'est que ça m'a marqué. Ouais, si, on me l'a fait ressentir, mais moi, ces personnes-là, je les ai juste évincées de ma vie. Ne serait-ce que le jour où j'ai commencé à porter le voile. Mais ça a été un tri définitif dans ma vie parce que les gens, ils venaient plus. Ou tout simplement par rapport à mon choix de vie, mon choix de mariage. J'ai eu énormément d'amis qui sont partis, donc c'était pas forcément des amis. Mais ouais, on m'a fait ressentir des fois que j'étais pas à ma place. C'est compliqué quand tu es en France, tu n'es pas forcément française. Quand tu es en Algérie, tu n'es pas forcément algérienne. Il faut réussir à trouver ta place. C'est pour ça qu'il faut savoir être un caméléon et t'intégrer là où tu vas. Moi, mes parents, ils ont quitté leur pays pour aller dans un pays où ils allaient avoir plus d'opportunités, avec moins de contraintes qu'au Vietnam, dans un contexte politique difficile. Donc pour eux, la seule réussite, c'était les réussites par les études. Donc c'est pour ça que ils ont mis beaucoup de pression pour moi. Ils m'ont toujours dit, tu feras des longues études et pas autrement. Donc mes choix personnels, mes volontés, elles passaient après les volontés de mes parents. Sur ça, ils étaient vraiment super stricts sur les appréciations en fait. Ils voulaient juste qu'on soit les meilleurs et qu'il n'y avait pas d'excuses à avoir. Parce que les excuses, de toute façon, ils ne comprenaient pas. On n'avait pas d'excuses, nous, à leur dire pourquoi on n'était pas premier. Parce qu'on avait tous les
les outils nécessaires pour réussir. Bah, mon père, Allah yarhamou, c'était quelqu'un de... On aurait pu croire strict quand on le voyait comme ça de l'extérieur, mais quand on le connaît, on sait que c'était quelqu'un d'assez ouvert. D'ailleurs, preuve en est, il s'est marié avec quelqu'un, enfin ma mère, c'était carrément l'opposé. Hein. Et lui aussi, quand il est arrivé en France, du coup, il n'a pas été accueilli par des Algériens ou des personnes de sa culture. Il a été accueilli par les gens du voyage à Poitiers. Et il a toujours réussi à s'intégrer. D'une, que lui vienne en France, qu'il puisse avoir un meilleur niveau de vie, malgré qu'il a été victime de discrimination et que lui, c'était le sourire, sa plus belle arme. Et pour nous, il nous a mis dans de bonnes conditions. Donc, les deux rives, mes deux rêves, ça me fait penser à ça. Voilà, le Bénin, la France, l'histoire de mon père. Quand il arrivait à Marseille, il ne savait pas où aller. Il marchait dans les rues de Marseille. Il a été cuistot pour une famille. Ensuite, il a fait une formation en tant que soudeur. Il a travaillé au chantier Arsenal de Toulon. Puis après, il est venu ici au chantier naval à Saint-Nazaire. Et puis, il a permis à ses enfants de vivre dans de bonnes conditions, d'avoir des trousses, cahiers, cartables, une carte de bus, d'aller dans des clubs sportifs, de faire de la musique, d'aller dans des structures telles les maisons de quartier, de rencontrer du monde. Voilà, tout ça avec les bonnes valeurs qu'ils nous ont inculquées, ma mère et mon père. Il a toujours réussi à s'intégrer. Toujours, il a réussi à s'intégrer, il a toujours réussi à travailler. Et il m'a donné cet amour pour l'Algérie parce qu'il s'est saigné pour savoir qu'il a élevé 4 enfants tout seul. Et il s'est saigné pour nous donner des valeurs, pour nous donner beaucoup de choses en rapport à notre pays, en rapport à notre religion. Et je ne l'en remercierai jamais assez pour ça. Il a vraiment tout fait pour qu'on manque de rien et pour qu'on aime notre culture. Ces gens, cette génération qui a tout quitté, famille, pays, qui a traversé la Méditerranée, qui sont arrivés en France dans des conditions aussi assez compliquées. Hein. Comme je te répète, au début c'était dans des baraquements, des cabanes de chantier. Donc ils ont dû souffrir, hein. Je pense qu'ils ont hyper souffert. Hein. Et du regard bien sûr des autres, ça a dû être terrible aussi. Souvent ils venaient tout seuls, ils n'étaient pas accompagnés de leurs femmes, les enfants étaient encore au pays, donc c'est éloigné de chez soi, c'est compliqué. Il n'y a que du respect pour ces gens. Et en fait, en quelque sorte, c'est plus que du sacrifice, ils sont partis dans l'inconnu. Hein. En plus avec des périodes après des périodes un peu compliquées. Quand tu partais après 62 d'Algérie, tu arrives ici, je pense que la réception ne devait pas être avec des fleurs. Hein. Donc oui, ils n'avaient qu'un seul but, travailler pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent élever leur famille du mieux possible. Donc bien sûr, ils sont plongés dans le travail, n'importe quelle condition. C'est une génération qui a toujours travaillé et qui pensait qu'à travailler et pas se faire remarquer. Alors que nous, non, nous c'est différent. On est chez nous. On est chez nous, voilà. On est chez nous ici, on est chez nous de l'autre côté, voilà, on est chez nous, voilà. Après, l'humain, il est chez lui partout, en principe. Donc la base, c'est ça. Ils sont bien partout. On ne doit pas leur faire remarquer d'où il vient. Non, c'est impossible, ça. Donc tout ça, ça m'intéressait tellement et ça résonnait en moi tellement fort et ça réveillait une peine tellement grande que je me suis dit, je porte dans mon sang les stigmates de cet exil. Il faut que je raconte tout en poésie cette histoire pour que simplement dans la tête des quelques personnes qui se sentent concernées par le sujet, ça
ça rappelle que cette période, comme plein d'autres, comme l'immigration nord-africaine, au moment où on a besoin d'eux, on les fait venir et puis presque on leur demande de repartir quand on n'a plus besoin. Il y a des choses qui sont scandaleuses, mais qui s'enchaînent comme ça dans l'histoire, comme si tout était normal. Et c'est vrai que c'était une façon de... Avec Bouche Cousue, c'était une façon de dire mais stop, regardez les dégâts que ça fait sur la construction d'une identité, de dire à quelqu'un tu n'es pas chez toi ici, alors que la France se revendique comme une terre d'accueil. Bah écoute, pour répondre à ta question sur la différence de générationnelle, on va dire, oui, je l'ai senti, j'ai senti une grosse différence entre le discours qu'avaient mes parents quand ils sont arrivés en France et le discours qu'ils tiennent aujourd'hui. Comme tu disais, ils sont venus pour pouvoir nous élever le plus correctement possible. Ils sont venus en France pour travailler, pour élever une famille, pour construire quelque chose, mais toujours dans l'optique de, à la fin, retourner au pays. Donc leur mission, si on peut appeler ça une mission, leur mission était différente de ma génération à moi, qui sommes nés ici et qui ont un seul optique, c'est de vivre ici. Donc bien sûr que la façon d'agir, de penser est différente. Mais je vois quand même qu'au fil des années, cette génération de mes parents a évolué. Au fil du temps, ils ont évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes parents, ne serait-ce que dans leur pensée, dans le vivre en France, c'est le jour et la nuit. Ils sont intégrés d'une façon de vivre, d'une culture qui fait aujourd'hui qu'ils sont à la fois des Algériens fiers de l'être, mais à la fois des Français intégrés avec une vie parfaite entre tous. Du quotidien, la mixité, tu ne comprends pas le message qui passe à la télévision en fait. Moi, dans la vie que je vis, où je côtoie tout le monde, toutes les origines, toutes les mixités, toutes les nationalités, et quand j'allume la télévision, je vois BFM qui parle de sujets d'islamistes, d'extrémistes. C'est des choses que je ne comprends pas et ça me désole en fait. Que des gens qui ne connaissent pas cette mixité-là, mais qui ont des a priori et qui jugent. Et c'est ça pour moi le plus gros problème en fait de la France, du vivre ensemble en fait. On parle que de ça, pour se voiler la face des autres problèmes peut-être, mais aujourd'hui le sujet principal c'est ton origine. Donc dans la vie de tous les jours, bien sûr que tu sens les regards différents de ce que j'ai pu vivre à une époque où le sujet était inexistant. Ceux qui prennent information par rapport à ces médias, on ne peut pas avancer, c'est impossible d'avancer avec ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous racontent. Si tu ne vis pas ensemble, tu ne peux pas comprendre. Donc ne pas juger et ne pas avoir d'opinion, avoir des actes politiques derrière qui vont à l'encontre de cette mixité-là en fait, alors que c'est la clé. Je ne pense pas que les jeunes de la deuxième, troisième vague, troisième génération, comme tu dis, ils ont en tête tout le parcours semé d'embûches que nos parents ont vécu. Du coup, je m'appelle Alima Gendouz, j'ai 16 ans, je suis française d'origine algérienne. J'habite dans le quartier de la Bouletterie depuis petite et je suis en seconde au lycée Brosseau-Blanchot. Je m'appelle Sophia Bourras, j'ai 18 ans. Je suis à l'école de la deuxième chance. Je travaille mon projet professionnel dans le secrétariat et je suis française de parents marocains. Mon enfance, elle a été très facile pour moi. Depuis petite, j'habite dans le quartier de la Bouletterie. Surtout, j'ai des amies aussi à moi qui sont africaines, arabes, françaises, un peu de tout. Et c'est tout. Ça m'arrivait rarement d'avoir des problèmes au niveau de mon autre culture, mais ça a été un frein de temps en temps, mais rarement. Quel type de frein, par exemple, tu as pu rencontrer Par exemple, pour des stages. Ouais. Vu que je suis
Enfin, ça se voit un peu que je suis marocaine, ça a été un frein. Je pense que Enfin, c'est une contrainte de... par exemple, au téléphone, juste avec mon prénom, enfin, on peut pas savoir forcément que je suis arabe. Et quand je vais me présenter, après, là, ça peut devenir un frein. En fait, le premier fait, c'est comme j'ai dit au foot, je pense que, ou dans le sport, les gens n'ont pas vraiment le temps, ou vraiment c'est une minorité à oublier. C'est que tout le monde est là pour vivre la même chose, et je pense que c'est pareil dans tout type de passion, que ce soit dans le monde du travail ou dans autre chose, mais vraiment dans le sport, c'est là qu'on ressent plus le truc. C'est qu'on n'a pas le temps de s'attarder sur qui vient d'où, qui est comment, et on est juste là pour pratiquer ce qu'on aime, je pense. Et du coup, quand les gens sont passionnés, ils oublient. Du coup, si on fait en sorte que la France, si on fait en sorte que les passions soient une des références de la France, et ben, je pense que le racisme va vite se faire oublier, je pense. Même si on en aura toujours, mais je pense que la passion prendra plus sa place sur le racisme. La double culture, pour moi, c'est une richesse. Parce qu'on peut parler plusieurs langues. C'est une richesse au niveau de la nourriture. On peut voyager. Et c'est toujours intéressant de découvrir une nouvelle culture. La double culture, pour moi, c'est une richesse. Parce que je suis algérienne et française, qui fait que je parle deux langues. Je voyage plus. Je voyage dans d'autres pays musulmans, par contre, parce que je suis musulmane. Je mange. Même si en France, voilà, c'est pas la même nourriture que nous, mais la culture algérienne, c'est une autre nourriture qui est meilleure, moi je trouve. Hein. Et c'est tout. Hein. Je me sens française parce que je suis née en France, parce que je suis allée à l'école en France, que je parle bien français normalement. Mais aussi j'ai des amis français. Et c'est tout. Ils m'ont posé la question si j'étais française par rapport à mon prénom ou par rapport à mon physique. Je sais pas, quand j'étais en cours par exemple, et parce qu'ils étaient choqués par mon prénom, parce que mon prénom Alima, quoi, c'est pas trop commun ici. Et du coup, je leur ai dit que si j'étais française, mais je suis juste d'origine algérienne et que voilà, quoi, ça change rien, quoi. Et du coup, voilà. Si on me donnait le pouvoir de changer les freins par rapport à la double culture, moi je changerais les mentalités. Il y a la façon de penser de certaines personnes discriminatoires. Donc voilà. Je pense que pour les générations qui ne savent pas trop s'il faut être que français ou que d'origine étrangère ou être un peu des deux, moi je pense qu'il faut être les deux, je pense, pour avoir des histoires à raconter. Je pense que c'est pour avoir des témoignages à travers nos parents, je pense. Et puis ça va nous aussi porter à voyager à travers d'autres cultures et d'autres pays pour venir vraiment, à travers les témoignages, venir se faire sa propre idée. Et je pense qu'avoir les deux origines ou les deux cultures, je pense que c'est un atout aujourd'hui et ça fait des histoires et des forces à développer. Non, si j'ai un message à passer à la jeunesse aujourd'hui, le message ça serait d'échanger, de partager, d'apprendre. Voilà, c'est les bases. L'éducation, bien sûr, c'est le premier pilier, c'est l'éducation. Donc voilà, le respect, l'échange, la compréhension des autres, toutes ces choses-là. S'intéresser à l'humain, voilà. Mettre en avant-plan l'humain. Voilà. La priorité des choses, c'est l'humain. Et je terminerai par ce slogan que je porte. L'amour est une arme et on reste armé. L'amour est une arme et on reste armé. Voilà. C'était pour les deux rives, mes deux rêves. Merci. Qu'est-ce que je pourrais conseiller à part de s'accrocher à sa liberté, à part de ne pas oublier d'où on vient, de bouffer la vie parce qu'elle est courte. D'autres choses, on ne le voit pas, ce signe-là. Si on est triste, si on est un peu perdu, on ne voit pas les signes, alors que si on est un peu connecté au reste du monde, on se rend compte que la vie a plein de cadeaux à nous faire, elle a plein de cadeaux pourris à nous faire, c'est sûr, mais elle a plein de jolis cadeaux à nous faire aussi. J'aimerais passer un message pour les jeunes, ça serait de croire en leurs rêves, que tout est possible en fait, qu'il n'y a pas un métier, il
n'y a pas une orientation, il n'y a pas un sujet où ils ne pourront pas y accéder, ne pas l'atteindre s'ils ne donnent pas les moyens en fait. Et que la mixité, c'est la base. Si ta différence, ce sera ta force en fait. Que tu sois grand, petit, voilà, tout ce que tu veux. Si tu as un talent, tu as forcément un talent. Forcément, tu ne te rends pas compte. Si ce n'est pas au niveau de tes mains, ce sera au niveau de tes capacités, de tes sens, ton intelligence sociale, ton intelligence envers les gens. Tout le monde a des compétences et voilà. Donc il n'y a pas de limite dans vos rêves, il n'y a pas de changement, il n'est jamais trop tard. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous écouter, pour vous comprendre et oser. Et comme dit un proverbe vietnamien, le sage assis voit mieux que l'enfant debout. Donc écoutez les anciens. Après, je ne peux pas donner de conseils aux autres enfants. Maintenant, par rapport à moi, à mes enfants, je leur cache rien, je leur explique vraiment tout. C'est-à-dire, il y a les choses mauvaises comme les choses bonnes. Il faut leur expliquer de notre passé et il faut leur apprendre de vivre ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on habite dans des quartiers. Moi, j'habite un quartier où il y a de tout. Il y a des Portugais, des Africains, il y a de tout. Il y a des Algériens, de tout, des Turcs. Mais voilà, moi, je leur inculque vraiment le vivre ensemble et les différences. Et si aujourd'hui, ils ont envie de fêter Noël chez ma mère, ils vont fêter Noël chez ma mère. Et puis, dans quelques jours, c'est l'Aïd, ils fêteront l'Aïd avec nous. Voilà, vraiment, je leur apprends toutes les cultures, en tout cas tout ce que moi je connais, et s'ouvrir aux autres. Ne jamais, voilà, être tolérant, ne jamais s'enfermer sur une seule culture. Je pense que c'est important. Et de rives, mais de rêves. Les deux rives, mais de rêves, de nos origines à ce port d'attache. Des mers, des océans traversés sans peur et sans relâche. Au-delà de l'eau, on part pour un monde nouveau. Donner la chance aux siens, réussir est bien plus qu'un mot. On quitte la terre pour une autre, petit oiseau, vole et apprend dans son voyage juste pour aller plus haut. Les sacrifices et les rencontres sont nombreuses. Nos parents veulent qu'on soit en bonne santé, qu'on ait une vie heureuse. Du rap et du foot, les jeunes s'amusent, s'élèvent. Études, diplômes, la ruine minée d'or, nous sommes tous élèves. La famille, notre berceau, on la crée, elle nous protège. L'immigration est un choix, lis le mot amour sur nos lèvres. Lis le mot amour. Lis le mot amour sur nos lèvres. Les deux rives, les deux rêves. 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 Les deux rives, mes deux rêves.